Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 20e vidéo qui marque le début d'une nouvelle partie, celle des interfaces iOS en Swift avec Xcode. Donc dans cette vidéo, nous allons nous familiariser le plus possible avec le logiciel Xcode et nous allons voir quels sont les fichiers qui composent une application, comment les utiliser, comment comprendre ce qui est déjà à l'intérieur des fichiers et ce qu'on va rajouter. Donc en résumé, tout ce qui sera nécessaire pour commencer à taper du code avec les interfaces graphiques de Xcode, chose que l'on fera dans la vidéo suivante. Donc c'est parti. Commencez d'abord par ouvrir votre application Xcode. Donc pour ma part, j'utilise la version 7.2.1, mais vous devriez retrouver les mêmes éléments que dans la version 7.0 ou même voir quelques versions avant. Donc nous allons créer un projet qui va nous servir de test d'interface iOS. On va tout le temps garder le même projet. Si vous voulez, vous pourrez créer un projet à chaque nouvelle vidéo que je fais, donc à chaque nouvelle notion. Si vous voulez tout avoir séparé, mais pour ma part, j'utiliserai un projet avec lequel on créera des interfaces, puis ensuite je les effacerai et avec ce même projet, j'en créerai d'autres pour ne pas me retrouver avec une montagne de projets. Après, vous faites comme vous voulez. Donc on va commencer par cliquer sur Create a New Xcode Project. Dans la fenêtre suivante, on va s'assurer d'être bien dans la rubrique iOS et de sélectionner Applications. Et vous voyez qu'on a plusieurs choix, on a plusieurs catégories qui représentent le corps d'une application. Donc ici par exemple, on a une application avec une interface par défaut avec un menu latéral, ici une application avec par défaut une pagination pour naviguer de page en page en glissant votre doigt sur l'écran, comme sur le menu d'un iPhone, une application avec un espèce de pied de page, donc avec plusieurs items situés au bas de l'écran, et une application de type Game pour faire un jeu. Celle que nous allons utiliser est la Single View Application, c'est-à-dire une application avec simplement une vue, mais on pourra bien sûr en rajouter d'autres et faire transférer des données entre ces vues-là. Et c'est la catégorie d'application la plus utilisée car c'est celle qui commence avec le moins d'éléments, c'est la plus simple et c'est la meilleure pour commencer. Alors quelles sont les différences avec ces 5 catégories-là? Eh bien par exemple, si l'on aurait pris un game, Xcode nous aurait préparé des librairies plus adaptées à un jeu, des librairies qui gèrent par exemple les collisions entre les objets afin de créer des événements et donc de créer un gameplay pour une application de type jeu, comme on en voit en ce moment même sur l'Apple Store. Mais nous n'allons pas faire de jeu, du moins je n'ai pas prévu ça pour l'instant, nous allons surtout nous intéresser à la méthode pour faire des applications, gérer les interfaces et gérer tous les objets graphiques qu'on peut attacher à une interface et comment exécuter celle-ci. Et une fois que vous saurez tout cela, eh bien vous aurez déjà de bonnes bases pour commencer une application un peu plus complexe. Donc pour notre part, nous allons cliquer sur Single View Application. Donc ici, il s'affiche la même fenêtre que quand on a créé le projet la première fois dans les vidéos sur les bases. Donc le product name, le nom du produit, eh bien ici, moi je vais mettre Test iOS tout simplement. Voilà. Le nom de l'organisation, c'est votre nom, prénom, sauf si vous avez une organisation. Votre identifiant, c'est en gros votre site web à l'envers. Mon site web à moi, c'est semrom.fr, du coup j'ai mis fr.semrom. Le langage à sélectionner, il faut à tout prix que ce soit le Swift et non l'Objective-C. Et ici, Devices pour les appareils. C'est sur quel appareil va être développée votre application, donc sur un iPhone, sur un iPad ou Universal s'il s'agit des deux. Nous allons tester avec un iPhone, je ne sais pas si peut-être je testerai avec un iPad, mais le mieux pour commencer c'est l'iPhone. De toute façon, cela peut se changer après dans les réglages du projet, donc on va pourquoi pas laisser Universal. Dans les cases à cocher, vous ne cochez pas Use Core Data, mais par contre, il faut bien vérifier que les deux dernières cases soient cochées, car cela va permettre d'inclure les tests de l'interface utilisateur dans des dossiers en plus de nos fichiers de projet. Et c'est très important pour la construction et l'exécution de notre application. Cliquez ensuite sur Next. Sélectionnez un endroit où vous voulez enregistrer votre projet. Donc moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. Ça sera plus rapide lors des prochaines vidéos pour le réouvrir. Je clique sur Create. Et voici l'interface que j'obtiens pour avoir créé un projet de type Single View Application. Donc dans cette interface, nous pouvons voir que nous avons à gauche une colonne qui représente l'arborescence des fichiers de notre projet, au centre des informations sur le projet, des modifications et des réglages pour notre application, et c'est aussi ici qu'apparaîtra l'interface de code, mais ça vous le savez déjà, car on l'a utilisé dans les premières vidéos.
Et sur la droite, une colonne dont on ne se servait pas jusqu'à présent, c'est la zone d'utilitaire de votre projet. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on cliquera sur un élément de notre projet, comme par exemple un bouton, une interface ou une zone de texte, eh bien la zone à droite changera pour nous afficher tous les paramètres que l'on peut modifier par rapport à l'objet sur lequel on a cliqué. Évidemment, vous pouvez faire disparaître, pour avoir plus d'espace, la barre latérale gauche et la barre latérale droite en cliquant sur les boutons en haut à droite, comme ceci, ou même faire apparaître l'interface de la console, car même si l'on développe des applications sur interface graphique et qu'on veut s'assurer par exemple de la véracité d'une donnée, d'une variable, eh bien on peut l'afficher à la console plutôt que d'utiliser par exemple une zone de texte sur l'interface graphique. Donc l'interface console peut nous être utile. En attendant, nous allons la cacher. Alors où je me situe dans mon projet à présent? Eh bien si on regarde dans la colonne de gauche, dans l'arborescence, on voit que je me situe dans le fichier du projet, donc c'est un fichier bleu avec l'icône de Xcode. Il se situe tout en haut de vos dossiers et lorsque vous cliquez dessus, eh bien vous arrivez sur cette page-là. Donc c'est une page où vous pouvez modifier votre identifiant de construction, la version de votre application, voire même l'équipe qui développe l'application. On peut également changer la version sur laquelle l'application est destinée, donc il s'agit de la version iOS de l'appareil. Comme je vous l'ai dit, on peut changer sur quel appareil on veut développer notre application. On peut choisir quelle va être l'interface principale, c'est-à-dire la première interface que l'on verra lorsque l'on cliquera sur l'application. Cette interface main correspond dans la colonne de gauche à ce qu'on appelle le main.storyboard, j'y reviendrai tout à l'heure. On peut choisir l'orientation de l'appareil, donc lorsqu'on va tester l'application, est-ce que nos éléments graphiques vont se mettre en mode portrait par défaut, et si jamais je penche l'iPhone sur la gauche ou sur la droite, est-ce que ces objets graphiques vont s'adapter à la nouvelle orientation du téléphone? Mais ça évidemment c'est quelque chose qu'il faudra coder, ça n'est pas parce qu'on coche Landscape Left et Landscape Right, qui signifie orienter le téléphone en mode paysage à gauche ou à droite, ça n'est pas parce qu'on coche donc ces cases que les objets vont se mettre par défaut à des emplacements corrects. C'est quelque chose qu'il faudra coder à part. Mais en ce qui nous concerne, nous n'allons faire que de l'orientation en mode portrait. C'est l'orientation la plus classique lorsqu'on tient le téléphone face à nous, dans sa main, tout simplement, sol orienté quelque part. Donc on pourra décocher ces deux cases-là. Ensuite, vous avez le style de la barre de statut. Alors, la barre de statut correspond, il me semble, si je ne me trompe pas, à la barre qui affiche le réseau, l'heure et le pourcentage de la batterie. Donc ici on a deux styles, un style par défaut, donc c'est-à-dire un style plutôt sombre, exactement le même style qu'il y a affiché sur votre iPhone, et un style light qui permet de faire ressortir la barre si jamais on fait une application, par exemple avec une couleur d'arrière-plan qui est noire. Ça permettra de voir quelle heure il est, quel niveau de batterie il nous reste, et ça peut être très pratique. Laissons pour l'instant cela à default. Vous remarquerez qu'on peut aussi la cacher pour ne pas la voir, ou alors l'inclure uniquement en grand écran, donc sûrement lorsqu'on penche le téléphone en mode paysage. Je ne connais pas évidemment toutes les options, parce qu'il y en a énormément. Là, nous sommes à peine dans l'onglet général de notre test, mais si on regarde d'en haut, il y a aussi un onglet Capabilities, ressources tags, les infos de notre projet, les réglages de construction, les phases de construction, les règles de construction. Il y a énormément de choses très avancées, et évidemment, nous ne pourrons pas voir tout ça. Donc restons pour l'instant dans les généralités. Si on continue, on peut modifier ici l'icône de notre application. Donc, pour choisir l'icône de notre application, eh bien c'est une image que vous aurez créée vous juste avant avec un logiciel de montage photo, comme Photofiltre, Photoshop, Paint, il en existe plein. Et toutes les images dont on va se servir dans notre projet, on les glissera dans un dossier spécial qui se situe dans notre arborescence, mais ça sera pour plus tard. Aussi, lorsqu'on exécutera l'application pour la première fois, il va y avoir un écran de lancement, c'est-à-dire un écran où va être affiché le nom de votre application avant de commencer à aller à l'interface principale. Donc aucune application, je pense, ne laisse l'interface de lancement activée. Nous, après, nous allons la désactiver, mais je veux la laisser activée pour vous montrer ce que ça donne lorsque l'écran de lancement est présent. Donc, pour l'instant, on ne touche pas à cette option-là. Continuons dans l'arborescence. Donc ici, on a un dossier test iOS. C'est le dossier dont vous allez vous servir le plus. Les trois autres dossiers sont des dossiers qui sont remplis et mis à jour au fur et à mesure que vous testez votre application. Ce sont, si vous voulez, vos historiques de test. Toutes les modifications qui ont été apportées. Cela vous permet de suivre l'évolution du projet au fur et à mesure que vous ajoutez ou modifier des éléments de l'application. Donc nous allons rester dans le dossier test iOS et nous allons voir à quoi correspondent tous ces fichiers.
Commençons donc par le premier fichier, appdelegate.swift. Ce fichier a deux fonctions principales. La première fonction est qu'il crée le point d'entrée de l'application et une boucle d'exécution qui délivre les événements d'entrée à l'application. Donc lorsque l'on va exécuter l'application, c'est ce fichier-là qui va prendre la main immédiatement car c'est, comme son nom l'indique, le délégué de l'application et c'est dans ce fichier que va être créée la porte d'entrée à tous les événements de votre application. Donc lorsque l'application démarre, lorsqu'elle est quittée, et tout ce changement d'état par rapport à votre projet. Tout ce travail est effectué par un attribut qui s'appelle UI Application Main, qui peut se traduire en français comme l'application principale de l'interface utilisateur, UI pour User Interface. Cet attribut est déclaré en haut du fichier sous la forme suivante, arrobas, puis UI Application Main. L'arrobase, on le retrouvera souvent dans Xcode car il permet d'identifier justement des protocoles ou certaines classes, voire certaines librairies au sein de notre code. Donc l'arrobase est avant tout un identifiant pour montrer qu'il s'agit de fonctionnalités qui sont importées dans le fichier de code où se trouve cette ligne avec justement le arrobase. Et cet attribut va créer l'objet qui est responsable de la gestion du cycle de vie de l'application. En l'occurrence, l'objet ici c'est appdelegate et c'est la deuxième fonction principale de ce fichier. C'est la classe appdelegate qui va créer la fenêtre où le contenu de votre application est dessiné. Donc par là, je veux dire que le contenu dessiné, eh bien, c'est tous les objets graphiques que vous aurez disposés à votre guise sur votre interface, votre première vue. Eh bien, ce qui va créer la fenêtre et disposer ces objets comme vous les avez disposés lors de la construction dans l'interface de Xcode, eh bien, c'est cette classe-là qui va s'en charger. Et elle fournit donc un espace pour répondre aux transitions d'état dans l'application. Par exemple, si vous jouez à votre jeu, et que tout à coup vous appuyez sur le bouton menu. Donc évidemment le menu apparaît, mais que fait l'application? Est-ce que vous la quittez instantanément? Est-ce que vous la mettez automatiquement sur pause? Est-ce qu'elle continue à fonctionner en arrière-plan? Tout cela se gère dans ce fichier-là, le appdelegate.swift, le fichier délégué de l'application. Et nous allons voir d'ailleurs maintenant les fonctions que cette classe contient, et nous allons essayer de repérer quelques éléments de syntaxe que l'on connaît déjà. Nous voici donc dans le fichier appdelegate.swift. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir tout en haut ici les commentaires, ça c'est dans tous les fichiers, vous y êtes habitués. L'instruction d'importer UIKit pour User Interface Kit, c'est le kit des interfaces utilisateurs, ça on en a constamment besoin, c'est obligatoire. On montre justement que là on ne fait pas quelque chose à la console, mais qu'on fait quelque chose avec des interfaces graphiques, donc des interfaces utilisateurs. On remarque donc juste après cela l'attribut Application Main, comme je viens de le mentionner, celui qui est responsable du cycle de vie de votre application, et en dessous la classe appdelegate, et on reconnaît ici une syntaxe. Après le nom de la classe, on a deux points, suivis de deux noms de fichiers qui peuvent correspondre soit à un héritage de classe mère en classe fille, soit à des protocoles. Et bien là, il s'agit de protocoles. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire hériter une classe de deux classes mères, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la programmation orientée objet. Donc il s'agit ici de protocoles, et on peut le savoir aussi car ces protocoles commencent par UI, qui signifie User Interface, et une interface est la même chose qu'un protocole. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez voir ce qui est écrit, ce qui est implémenté à l'intérieur de ces protocoles. Il suffit d'appuyer sur la touche commande du clavier, située la plupart du temps juste à gauche de la barre d'espace, donc vous appuyez dessus, et ici vous voyez que le curseur de la souris se change en un pointeur de clic, et donc on peut cliquer sur une des classes pour aller voir comment cela est implémenté. Comme il s'agit de protocoles, si je clique sur le protocole UI Responder, vous voyez que je vais directement dans le fichier de UI Responder, et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que toutes les fonctions qui sont déclarées, eh bien ce sont des entêtes de fonctions. Vous ne voyez qu'il n'y a aucun corps. Le corps est défini dans les fichiers qui ont pour modèle ce protocole-là. Et tout cela évidemment on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc il s'agit bien d'un protocole, on en a la preuve, il y a des entêtes de fonctions déclarées, et toutes ces fonctions peuvent être implémentées dans les fichiers qui ont pour modèle l'UI Responder. Et c'est justement le cas de appdelegate. Donc pour revenir à notre fichier précédent, vous pouvez remarquer qu'en haut à gauche, il y a justement deux boutons, suivant et précédent, qui nous permettent de naviguer entre les différents fichiers de code sur lesquels on a cliqué au cours de notre construction de projet. C'est vraiment très pratique, donc je clique, c'est comme un bouton précédent, je clique et je reviens sur le code où j'étais juste avant, donc appdelegate. On peut voir ensuite un attribut de la classe appdelegate qui s'appelle window, qui est de type UI Window. Donc là encore, si j'appuie sur commande et le clic, je peux aller voir ce qui se passe dans la classe UI Window. Je vois qu'elle est basée sur le modèle du protocole UI View. Et en effet, là, on peut voir encore des entêtes de fonctions déclarées. Donc je reviens à mon fichier précédent. Et donc, c'est une variable qui est optionnelle. Ça veut dire qu'à un moment de notre application, eh ben, cette fenêtre peut avoir la valeur de nul. Effectivement, si par exemple, on retourne sur le menu alors que l'application est toujours active en arrière-plan,
imaginons qu'on veut stopper tout à coup le mouvement de certains objets ou l'interaction entre ces objets-là et l'utilisateur, eh bien, on peut l'illustrer par une fenêtre qui n'existe plus, donc une fenêtre qui équivaut à nul, c'est-à-dire la valeur nil. Voilà pourquoi il s'agit d'une variable optionnelle. Et évidemment, on reconnaît la variable optionnelle grâce au point d'interrogation placé juste après le type de la variable. Cette classe contient ensuite des méthodes dont je vous ai parlé juste avant, donc toutes ces méthodes, je ne vais pas tous les expliciter, mais on voit que la première concerne l'application en général, la deuxième concerne l'application lorsqu'elle redevient active si elle avait été quittée auparavant, la fonction qui correspond à l'application lorsque celle-ci entre en mode arrière-plan, ensuite qu'est-ce qui se passe si l'application entre premier plan, c'est-à-dire si on réappuie sur l'application qu'on vient de laisser en arrière-plan juste à l'instant, des fonctions quand elle devient active et des fonctions lorsque l'application se termine, c'est-à-dire lorsqu'on la quitte. Cette fonction peut être utile justement pour gérer ce que vous voulez effacer en mémoire, ce que vous voulez garder comme le score d'un jeu. Mais bien que ce fichier soit très utile, c'est pas celui que nous allons le plus utiliser. Celui qui va nous intéresser, c'est le ViewControllerSwift, celui-ci. Le fichier ViewController.swift est celui, comme son nom l'indique, qui contrôle la vue. Donc ici, il contrôle la première vue de notre application, car nous avons choisi Single View Application. On va pouvoir ajouter des événements et ou des actions juste après le chargement de la vue ou juste après qu'elle ait fini de s'approprier la mémoire nécessaire, si par exemple on voudrait créer des ressources en mémoire. Tout cela va se gérer dans ce fichier-là, celui qui contrôle la vue, donc son chargement et sa communication avec l'ordinateur pour ce qui est de la mémoire. Et donc les objets graphiques de notre première vue, de notre première interface utilisateur, seront liés dans le code de ce fichier. Donc le code qu'on va commencer à noter dans la prochaine vidéo, eh bien va se trouver dans ce fichier, puisque c'est un code qui va contrôler nos événements dans la vue, donc c'est dans le fichier ViewController.swift tout simplement. Donc voici le fichier ViewController.swift, on remarque qu'il s'agit d'une simple classe qui hérite du protocole, ou du moins des en-têtes de fonctions du protocole UIViewController. Si l'on va à l'intérieur, on peut en effet remarquer qu'il y a beaucoup de fonctions déclarées, beaucoup d'en-têtes déclarées. Et donc dans cette classe, nous allons réécrire une de ces fonctions. Vous reconnaissez ici le mot-clé override qui permet de réécrire une fonction déjà présente dans le protocole. Donc il y a deux fonctions réécrites par défaut, une fonction viewDitLoad où nous allons mettre ici tous les événements et tous les réglages après que la vue se soit chargée entièrement. Et vous reconnaissez aussi le mot super suivi d'un point qui veut dire qu'on appelle ici la fonction du protocole utilisé dans cette classe. Et plus, juste en dessous du super, nos nouveaux événements que l'on va ajouter. Alors il faut faire attention de bien mettre ces événements en dessous du super, car si on les met avant le super, ça ne marche plus. Il faut bien laisser super.viewDitLoad en haut de la fonction viewDitLoad. La deuxième fonction ne s'en servira pas et concerne justement la réception de la mémoire. Le prochain élément qu'on va voir est le main.storyboard, la partie qui va certainement intéresser le plus d'entre vous. En effet, il s'agit de la partie où l'on a l'interface offerte par Xcode qui va nous permettre de déplacer des objets graphiques dans notre première vue et de les disposer de manière personnalisée. On va pouvoir interagir avec eux grâce à la zone d'utilitaire sur la droite. On va pouvoir changer la taille, changer la couleur, modifier du texte et on pourra bien sûr lier tout ça à notre code qui se situe dans la classe ViewController.swift. Voici donc le main storyboard. Donc on voit ici qu'on arrive dans une interface avec au centre une interface qui correspond à la première vue de notre application. Vous voyez, la flèche qui est ici nous indique que c'est l'interface d'entrée de l'application. Mais vous pouvez voir que cette vue est de taille carrée, ce qui ne correspond pas trop à la taille d'un téléphone. Et donc, si on commence à disposer nos éléments là-dessus, lorsqu'on va exécuter notre application sur un simulateur de téléphone, eh bien, les éléments vont être un peu cachés, puisque l'iPhone a plutôt la taille d'un rectangle placé à la verticale et non d'un carré. Donc on peut changer cela, on va justement cliquer sur cette interface, donc vous voyez je clique en haut pour sélectionner bien tout l'interface, tout le contour de l'interface. Je vais maintenant dans ma colonne de droite, dans ma zone d'utilitaire, et on voit ici qu'on a exactement plusieurs onglets qui correspondent à des paramètres de l'interface. Donc le premier nous indique quel est le nom de ce fichier, il s'agit du main storyboard, de quel type il est, ici il est de type construction d'interface utilisateur, où il se situe dans notre projet, et plein d'autres options très utiles. Le deuxième onglet nous montre l'aide lorsque l'on clique sur un objet de notre interface, donc cette aide correspond à la documentation des objets graphiques de Xcode. Ça sera très utile lorsqu'on cliquera par exemple sur un bouton ou sur un objet que l'on ne connaît pas. Ensuite, vient la communication avec, si vous voulez, la classe, le code. Là, en effet, on remarque que cette interface est associée à la classe ViewController. Donc, tout ce qu'on écrira dans ViewController.swift prendra effet avec cette interface main.storyboard. Et le prochain onglet, qui est sûrement le plus intéressant pour moi, vis-à-vis d'une interface bien sûr,
celui qui va nous permettre de donner un titre à notre view controller, de modifier la présentation de cette interface. Nous, ce que nous allons modifier, c'est la forme de l'interface. Nous ne la voulons pas carrée. Donc nous allons bien cliquer sur cette icône, c'est-à-dire le 4e onglet de la zone d'utilitaire à droite, que vous pouvez faire apparaître grâce au bouton en haut à droite, je vous rappelle. Dans la zone Simulated Metrics, nous allons aller dans l'option Size et nous allons cliquer sur la barre déroulante. Et ici, nous allons sélectionner le format d'un iPhone voulu, celui qu'on va utiliser. Et pour ma part, j'utilise l'iPhone 4.7 inch, c'est-à-dire avec une taille d'écran de 4,7 pouces. C'est une taille qui correspond à l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S. Et lorsque je clique sur iPhone 4.7 inch, on remarque que l'interface se redimensionne exactement comme pour un iPhone 6, donc un iPhone avec la taille de 4,7 pouces. Et là, quand on placera nos éléments graphiques sur cette interface et lorsqu'on exécutera l'application, tous les éléments vont être disposés exactement comme on l'a fait ici. Voilà pourquoi il est important de changer la taille en un téléphone plus classique, plutôt que d'avoir un grand carré dans l'interface. Après, on a d'autres options, évidemment, on les utilisera pas toutes, mais le dernier onglet est important car il va représenter justement les événements qui sont liés entre le code et l'interface graphique, mais on peut voir cet onglet-là ailleurs, donc pour l'instant on ne va pas s'en occuper. Il faut juste retenir que la zone utilitaire à droite nous permet de modifier les éléments sur lesquels on aura cliqué juste avant via l'interface qui se situe ici. Donc concernant l'interface de construction, vous voyez qu'elle est très mobile, je peux déplacer la vue n'importe où, et dès que j'en rajouterai une autre de vue, je pourrai déplacer les deux, les lier, et faire plein d'opérations. C'est vraiment extraordinaire la manière dont ce logiciel est implémenté. Nous allons maintenant donner un titre à notre vue, parce que vous voyez dans l'onglet à gauche ici, elle s'appelle View Controller Scene, donc nous allons l'appeler juste Test Scene pour une scène de test. Donc pour cela, on va dans le 4e onglet, et dans la partie View Controller, cette fois-ci, juste au-dessous de Simulated Metrics, on va écrire le titre pour cette interface, on va l'appeler Test Scene. J'appuie sur Entrée, et donc il nous indique bien qu'ici, on a la scène qui correspond à la scène de test. Donc si je développe cet onglet-là, il va s'afficher tous les objets que contient cette interface, ce qui me permet d'y accéder plus rapidement ici, plutôt que de les sélectionner sur l'interface. Par exemple, si on a deux objets qui se chevauchent, et que vous voulez avoir celui qui est caché, ça n'est pas très pratique en cliquant sur l'interface, donc du coup, on pourra se servir de cette barre latérale à gauche pour cliquer sur l'élément que l'on veut. Donc vous voyez, si je clique sur View, il me sélectionne la View. Le bottom layout guide, ici on l'a pas, ça correspondrait au pied de page si on avait choisi une autre catégorie de construction d'application. Et le top layout guide représente, comme vous pouvez le voir ici, la délimitation entre la barre de statut avec le réseau, l'heure et la batterie et votre interface. De plus, vous pouvez voir qu'au-dessus ici, nous avons l'arborescence qui est déroulée sur une seule ligne. On sait que notre scène, test scène, se situe dans la partie View Controller Scene qui vient du Main Storyboard, le Main Storyboard qui est inclus dans le dossier Test iOS qui est lui-même inclus dans le projet Test iOS. Et cette ligne nous permet de naviguer entre les différents fichiers. Par exemple, si je clique sur Test iOS, je pourrais ici choisir tout ce qui concerne le test exactement comme dans la barre latérale tout à gauche avec l'arborescence de fichiers. Concernant maintenant les objets graphiques, ils se situent toujours dans la colonne de droite, la colonne de zone d'utilitaire, et tout en bas cette fois-ci. On a une liste. Donc je vais le monter un peu, voilà, une liste avec tous les objets graphiques qu'on va pouvoir glisser-déposer tout simplement sur notre interface. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal, vous en reconnaissez sûrement quelques-uns comme un label où on va pouvoir afficher du simple texte, un bouton, une zone de texte, un slider, comme pour monter le volume sur le téléphone, un switch, un bouton de switch, un indicateur de chargement, une barre de progression et évidemment plein d'autres objets graphiques très utiles et très puissants. Et bien sûr, cette bibliothèque, vous pouvez la retrouver donc en bas de la zone d'utilitaire en cliquant bien sûr sur le 3e onglet, le petit carré dans un rond, car il y a évidemment d'autres onglets. Par exemple, le premier onglet nous sert à glisser un nouveau fichier, glisser-déposer un nouveau fichier dans notre arborescence. Vous voyez, plutôt que de faire File, Create, New File, on peut directement prendre le fichier et le glisser-déposer dans l'interface ici. On choisit où est-ce qu'on veut le déposer, tout simplement. On peut aussi insérer des blocs de code, par exemple, donc dans plusieurs langages, en C, en C++, mais on peut par exemple insérer en Swift une énumération plutôt que de la taper nous-mêmes. Vous voyez par exemple une Swift class qui va définir automatiquement dans un fichier une classe avec les accolades et tout ce qu'il faut. Donc c'est des raccourcis de blocs de code. Ensuite, le 3e onglet est celui qu'on vient de voir sur les objets graphiques. Et le 4e onglet qui correspond à la librairie de médias, donc des médias que vous aurez importés vous, comme des vidéos ou des images qui ne font pas partie des images internes de l'application, comme son icône, ou alors des images dans l'application, car celles-là seront dans un dossier spécialisé, que l'on verra dans les prochaines vidéos.
Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le main storyboard contient l'interface d'entrée, l'interface principale. La flèche est là pour vous le rappeler, vous voyez, storyboard entry point. Le point d'entrée qui est donc défini par AppDelegate. Et tous les événements qui vont être faits avec les objets graphiques glissés-déposés dans cette interface vont être contrôlés par la classe viewController.swift. Là, on a vu les 3 fichiers principaux pour l'exécution d'une application. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Je pense que maintenant vous savez prendre en main Xcode correctement. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à écrire notre première ligne de code et nous allons voir aussi comment fonctionne le simulateur de téléphone pour tester notre application et d'autres options qui sont tout aussi sympas que celles que l'on a vues dans cette vidéo. Donc c'est dans la vidéo suivante que l'on va vraiment créer notre première interface graphique. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.